Ouais. Bonjour à tous, Bonsoir. bonsoir. On se retrouve dans l'épisode 43 du podcast Relentless. Aujourd'hui, on va faire un spécial Q&A. Alors, dans le dernier épisode, on avait déjà fait un état de nos situations et une update, donc je pense pas que ce soit nécessaire de le refaire. En tout cas, il n'y a pas spécialement de nouvelles de mon côté. Je sais pas si vous avez des trucs à dire. Non, ça va. Bon, ben parfait. T'as rien à dire, Adrien, t'es sûr? Fais- tu fais, tu fais toujours, tu fais toujours Je- de l'équipé, Théo, Adrien, t'es toujours rincé, Voilà, c'est ça. en tant que cinquantenaire. Exactement. C'est bon. Et Ça puis, va pas bouger. Ça va pas faites bouger. une petite update rapide des athlètes, des trucs comme ça. Je sais pas si, enfin, moi de mon côté, il y a des trucs qui se sont passés. Donc, Bah Vas-y, vas-y. vas-y. ben, j'ai mon athlète Pauline Pels en moins de 76 junior qui a fait troisième au championnat d'Autriche junior hier. Qui a fait une super compète parce qu'elle a fait. Enfin, en fait, j'ai câblé parce que je me suis rendu compte que c'était PR plus 25 depuis septembre. Donc, c'est quand même déjà quelque chose. Mais de date à date, c'est PR plus 40. Genre juin 2025, juin 2026, PR plus 40. Et j'avais pas vu ça venir, enfin, j'avais vu ça. De l'ombre au tableau, elle a raté 100 kilos sur le plateau, au bench, qu'elle avait fait en fin de picking avec pas mal de marge. Mais derrière, elle a fait une très grosse compète. Donc, très, très satisfait. C'est Voilà. propre. Ok. Mm. Bravo pour le bon travail. Mais En voilà. train de regarder les questions de Plouk que les auditeurs Alors, nous ont envoyées, parce qu'il y a vraiment des non, questions de Plouk. Et donc ça, c'est non, mon opinion. il y a des bonnes questions, je trouve. Enfin, Ouais. ici, il y a des bonnes questions. Ah bon, on va commencer alors. Première question, vos plus grosses blessures et si vous avez encore des séquelles au quotidien, entraînement slash entraînement. Mhm. Euh, Bah moi j'ai ma plus grosse blessure, c'est quand c'est cette fameuse blessure que j'ai eue sur un gros squat là, sur mon plus gros squat où je me suis ruiné le dos et j'ai presque plus de séquelles pendant les entraînements. Par contre c'est quelque chose que je sens encore et en fait, j'ai pas de séquelles, disons que ça me freine pas dans la performance. En tout cas, c'est pas mon, genre, je le ressens pas comme ça. Par contre, c'est quelque chose qui est présent. J'ai toujours une gêne, tu vois. J'ai toujours une petite gêne à ce niveau-là, une sensibilité, mais sinon, c'est tout. Ça fait, ça doit faire 6 ans ou 7 ans que ça, c'est arrivé ce truc-là. Voilà. Et Même. au moment où c'est arrivé, j'ai eu des vraies douleurs incapacitantes, enfin incapacitantes. Genre, je pouvais pas squat comme il faut pendant peut-être 2 ans. Donc, c'est des trucs Ouais, c'est sérieux, quoi. qui prennent du temps, quoi. T'as pas fait des stories pour pleurer à ce moment-là? Non, j'y ai pas Il avait pas pensé. Instagram. Il avait pas J'aurais Instagram. peut-être dû, j'aurais peut-être dû le faire. Merde. Non. Voilà. Mais sinon non. Je- Dans le sens où quand même ton bas du dos, c'est quand même un truc lequel t'es en Ouais, délicatesse et qui demande quand même de l'adaptation ou en tout cas des trucs ouais, ouais. spécifiques pour le cibler. Oui, oui, c'est vrai. Mais je suis pas sûr que, enfin, ça a peut-être une incidence, mais ça a toujours été un peu là en fait cette faiblesse au bas du dos. Je pense que c'est Mm. aussi morphologique. Et je suis pas sûr que ça. Enfin, c'est difficile à dire, mais je pense que je suis sensible au. Enfin, quand j'ai une fatigue, ça va être à ce niveau-là, quoi. Et voilà. Mais voilà. Sinon, après, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que qu'est-ce que ça veut dire une grosse blessure? Parce que pour moi, Ouais. en power, finalement, une vraie grosse blessure, c'est assez rare. Bah, et Euh, quand t'as une vraie grosse blessure en power, c'est fin de carrière, quoi, tu vois, potentiellement. Bah, Le vrai gros truc, tu vois. je sais pas en fait. Mm. Euh, Pas forcément fin de carrière, mais tu as un temps de réhabilitation qui est long. hmm, Enfin, pour Ouais, moi, c'est ce qui va impliquer une opération surtout. Du type, tu vois surtout chercher les mecs chargés, mais le mec il se désinsère les quadriceps ouais. hmm, sur un squat hmm. ou Mm. merde, comment il s'appelle là? Dave Richardson, il s'est pété Ah, le l'humérus. bras, Mais ouais, russe. l'humérus, ouais. Ouais, il s'est Wow, ta pété mère. l'humérus. Il s'est Ouais, pété mais Deux l'humérus. fois. Deux fois. On parle pas d'un mal de dos ou d'une Mm. hernie hmm, traumatique, quoi. Putain, la vidéo, elle était horrible. Ah ouais. Ouais, ça c'est des Ouais. ça c'est des grosses blessures, mais le mec malgré tout il revient et Mm. une hernie où il y a
il y a une perte de capacité sur les membres supérieurs ou inférieurs, je considère quand même que c'est une grosse blessure. Mm. Ouais. C'est très emmerdant. Et t'en as qui passent sur le billard à cause de ça. T'as eu quoi, toi, Mm. Théo, du coup, comme grosse blessure ou comme blessure de laquelle tu regardes Ben, la en fait, reprise? je me rends compte que, tu vois, genre, le ménisque, ou les ménisques, parce que j'ai fait les deux côtés, mais je considère pas ça comme une grosse blessure. Parce que finalement, bon, le premier ménisque, je vais me faire opérer, mais sous un an, j'étais de nouveau à 100%, tu vois. Et entre-temps, il y a eu des rechutes, etc., mais j'ai pu m'entraîner à 100% quand même relativement vite, puisque je m'étais fait opérer février 2021. Et été 2021, je faisais squat, bench, deadlift. Normalement, enfin, c'était pas un truc de ouf. Et janvier 2022, je faisais PR au total. Donc au final, je trouve que c'est pas terrifiant. Donc les ménisques, c'est peut-être la blessure la plus chiante que j'ai eue en FA, mais la plus grave, je suis pas sûr. Je pense que tu vois les déchirures des pecs, ou en tout cas les claquages des pecs que j'ai eus, je les mets sur un plan plus important que les ménisques, parce que ça, c'est vraiment des trucs qui deviennent chroniques après. Les pecs, enfin, permanence, il faut manager mes pecs sur le bench, quoi. Donc c'est quand même plus incapacitant au quotidien et dans l'entraînement. Après, moi j'ai eu le rugby avant. Et là, des grosses blessures, j'en ai plus eu au rugby. Enfin, ça montre à quel point la FA, c'est un sport qui est peu traumatique finalement. Et la plus dégueulasse que j'ai eue, c'est luxation de l'épaule et je me la suis remis moi-même immédiatement, quoi, finalement, quand c'est arrivé. Et celle-là, elle m'avait gêné pendant un bon moment et je pense que mes faiblesses au pec gauche, parce que je me suis déchiré le pec, j'avais 19 ans, un truc comme ça, à l'époque où je jouais encore au rugby. Je pense que ça vient de cette épaule qui a couillé et que j'ai remis comme un sagouin sur le terrain pour rester sur le terrain, quoi, finalement. Ouais, je pense que c'est celle-là la plus dégueulasse. Et peut-être qu'elle était l'origine de pas mal de choses. Ah putain, non. J'avais une grosse entorse à la cheville avec arrachement osseux, cheville droite. Et celle-là, elle m'empêche de bouger correctement. Enfin, en gros, si vous regardez mon squat, jambe droite, j'ai quasiment pas de dorsiflexion de cheville. Donc je twiste autour de ma jambe. C'est léger, mais il faut le percevoir. Et au final, c'est ça qui m'a causé les problèmes de genou droit. Et les problèmes de hanche, ça vient de là aussi parce que genre, j'amortis tout avec mon genou et ma hanche parce que ma cheville n'encaisse rien, en fait, à droite. Vu que mon tibia, il avance pas. Donc ouais, celle-là, c'est peut-être la plus grave et celle qui m'a le plus baisé, en fait, sur la suite. Après, en termes de gravité, c'est pas un truc qui m'impacte dans la FA, mais les commotions cérébrales, ça reste le plus grave, par exemple. Moi, de mon côté, j'ai pas eu de blessures que je considère graves. C'est plus des blessures qui ont été mal gérées tôt dans la carrière, entre guillemets, par manque Mm. de connaissances et qui sont devenues emmerdantes par la suite. Alors, il y en a une où j'ai jamais fait d'écho, mais alors, c'est même pas de la force. Je m'étais pris un low kick dans le genou au Muay Thai sur un sparring. Et derrière, j'ai passé plus de 3 semaines à boiter, pour le contexte. Et j'ai passé un an à avoir du mal à plier le genou. Qu'à l'entraînement, je pouvais plus faire de leg curl, je pouvais que faire du travail excentrique dessus. Et par la suite, ça m'a empêché de squatter avec une stance assez serrée parce que ça mettait beaucoup de contraintes sur le ligament interne du genou. Mm. T'as Je peut-être m'étais le ménisque qui s'est barré avec un morceau de ligament interne, potentiellement. Je pense, je sais pas si le ménisque a été touché, mais Ça ressemble à ça. le ligament interne, c'est sûr, parce Mm. que il y a une période où je m'étais remis à ce côté plus serré. J'avais arrêté de faire j'avais supprimé le leg curl de ma programmation. Et en fait, la zone, bah, forcément, t'as moins de Mm. soutien musculaire. Et je me suis reniqué au même endroit. Et je pouvais plus, ça m'a duré 2 mois où je pouvais plus plier la jambe. Et du coup, C'est récent, ça, non? hein? C'est récent, Bah, ça, que t'avais essayé de... ouais, ouais, enfin, je sais pas si c'est intéressant, c'est emmerdant surtout, mais du coup, je peux pas Non, me mais passer. c'était récent, c'était il y a pas longtemps que t'avais eu cette rechute. Genre il y a 2 ans, un truc comme ça. Il comprend rien, le mec. C'était récent. Ouais, il Le y mec, il avait, comprend rien, tu sais. c'est l'âge. Il y avait, ouais, c'était il y a, ouais, 2 ans et demi, je dirais, quelque chose comme ça. Quelque chose Ouais, comme ça, sur je une sais période bien. où j'ai essayé de squatter plus serré et j'avais arrêté de faire du leg curl du coup, mais je sais que je peux pas me passer le squat serré, c'est dangereux, mais surtout, je peux pas me passer de faire du leg curl parce que sinon, bah, mon genou, il est Ouais. complètement instable et ça m'expose à ce niveau-là. Après, ça se manage assez facilement en soi.
mais c'est quand même chiant. Et ce qui m'a suivi le plus longtemps, c'est les adducteurs. Les adducteurs, en faisant des trucs cons, hein, je me suis fait des élongations aux adducteurs qui ont mal été, que j'ai mal réhab, et forcément, derrière, tu gardes une fragilité, tu te reblesses par-dessus, et derrière, tu deviens de plus en plus fragile. Et ça m'a pas mal emmerdé, un peu comme pour les pecs. Mais je dirais pas que c'est pas les plus grosses blessures des fois qui sont les plus emmerdantes, hein, c'est celles que Non, tu c'est vas celle qui devient chronique. manager et que tu réhabes mal. Si t'as pas conscience de ce que tu dois faire et que tu réhabes mal la zone, c'est pas, tu gardes une fragilité. Tu gardes une fragilité. Et à l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances et le recul qu'on a aujourd'hui sur le sujet. Et si je devais faire les choses différemment, bah, aujourd'hui, je ferais principalement des protocoles isométriques que je tiendrais bien plus longtemps, que je rendrais bien plus intensif, parce qu'on sait que pour avoir un effet profond sur les tendons et les fascias, ça prend plusieurs mois, Ouais. hein. Et c'est pas dès que les symptômes douloureux ils disparaissent que c'est bon, en fait. Quand on est là, tu as encore gardé potentiellement une fragilité. Donc ça, c'est le truc principal pour moi. T'as pas l'épisode où t'as mis un grand coup de tête dans une armoire aussi? Ah oui. Ça, c'était une blessure Non, grave mais pour le coup. sans déconner, ça t'a suivi pendant longtemps, et même des fois. C'est pas une Hein? armoire. C'est une porte Ouais. anti-feu. Non, alors, Moi, ouais, Exact. j'ai le souvenir ouais, d'un exact, armoire exact, où t'as mis un grand coup de tête et après la exact. porte, Euh, une deuxième ah, édition. en fait, c'est un cumul. Parce qu'à cette époque-là, j'avais un gros pontage au bench. Donc c'est une époque lointaine. Et j'écrasais à fond ma nuque dans le banc pour me placer. Et le jour où j'ai tapé dans cette porte avec ma tête en ferraille, je me suis fait des dommages sur la nuque. Et en fait, les séances qui ont suivi, où bah, forcément, C'est j'ai dit génial. à l'autre là-bas. Les séances qui ont suivi, où j'ai forcé le pontage, j'ai mis beaucoup de pression sur ma nuque avec ces dommages qui ont été faits, j'ai créé encore plus de dégâts dessus. Et j'ai commencé à avoir des paresthésies Mm. dans les membres supérieurs. Et à l'époque, je benchais 145. Et en l'espace d'un mois, je me retrouve à plus arriver à pousser 100 kilos. En fait, je pouvais plus pousser 100 kilos, c'était impossible. Il y avait plus de force dans les membres du haut du corps. Et je ne sais pas si tu te souviens, Adrien, je te disais, Et si, en je voyant l'entraînement, je te disais, je comprends pas ce qui se passe. Je m'entraîne à fond et tout, je fais mes renforts, j'ai plus de force. Je comprenais pas ce que j'avais pas l'expérience et le recul. Je comprenais pas ce qui se passait. Et une fois que j'ai compris ce qui se passait, bah, j'ai pu manager mon entraînement, etc. Mais ça a mis quasiment 2 ans à se remettre, quoi. À se remettre. Donc ça a été relativement long. Et j'en ai gardé pendant un moment des séquelles jusqu'à temps de me prendre en main là-dessus et de me dire qu'il fallait que je renforce ma nuque. Et depuis que je renforce ma nuque, bah, j'ai nettement moins de problèmes. Anesthésie. Ouais, Donc voilà. finalement, si on peut synthétiser, la vraie blessure problématique, c'est celle qui devient chronique parce que la réhab n'a pas suivi ou la réhab a été mal faite. Et c'est là que ça ampute ton potentiel final de progression, c'est quand les tissus ne sont pas complètement régénérés ou que l'articulation perd de la mobilité de manière durable et que derrière tu peux pas se forcer correctement ou que ça réduit la capacité à faire du volume ou l'intensité dessus. Ouais, et ou que l'enchaînement des échéances pour certains Mm. athlètes t'empêche Ouais, de récupérer complètement. suffisamment. Mm. C'est aussi un cas commun, surtout chez les athlètes de haut niveau. Ouais, c'est le cas de Rafi avec son épaule où les trois prépas d'affilée, les deux premières prépas sur le bench se passent à peu près correctement. La troisième, t'as un crash terrible parce que les inflammations sont quasi permanentes, quoi. Déjà que pour beaucoup d'athlètes, c'est compliqué à tenir autant Mm. de préparations successives, puisque on est contraint sur le corps, il y en a pas mal. Mais quand tu as on va dire, quand tu traînes des séquelles ou des fragilités, tu es Ouais. bien plus exposé. C'est problématique dans ces contextes-là. Voilà, ça fait un Mm. bon tour sur ce sujet-là. Ensuite, on a une question absolument brillante. Allez, Euh, c'est qui a posé ça? Vas-y, expose la personne, s'il te plaît. non, 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 je vais pas Non, si, l'exposer. si, si, vas-y. Non, 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 je vous le dirai hors antenne. Ouais. Je fais pas ça On parce ira qu'après, l'insulter après. après, on va plus avoir de questions rigolotes, on va dire.
Alors, un avis sur les branleurs, virgule, les gens qui s'identifient dauphin et licorne, histoire de foutre la merde, j'ai envie de dire. Ah, Mais bah, je vous laisse. D'habitude, je fais l'impasse là-dessus, mais bon, j'ai envie de répondre. Mais je vous laisserai. J'ai envie de répondre aujourd'hui, mais je vous laisserai exposer vos avis si vous voulez. moi, j'expose mon avis, mais que pour ceux qui auront la vidéo, je vais pas dire un mot, je vais juste faire ça. Ok, très Là. bien. Bah, à Magnifique. mon avis, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui cherchent. Enfin, je sais pas ce qu'ils cherchent, mais enfin bon, c'est triste quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Les On va finir amis, en tôle, c'est bien. non, non, mais pour dire des Bah, vérités, les C'est amis, bien. en ce bas monde, il n'y a que des hommes et des femmes. C'est tout. Voilà. Allez, on va Euh, finir en cabane, ça y est, c'est bon. bah, ah, c'est pour, triste. Ouais. On dirait un truc Ouais. comme ça parler de finir en cabane. de biologie. Bref, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ensuite, on va repasser aux questions intéressantes. Des particularités sur les programmations de vos athlètes féminines pour les faire performer ainsi. Je pense que c'est suite au highlight Ah ouais. Ah qu'on a bah cool publié, que ça où il y a fasse donc une réagir. bonne performance. Bon, en vrai, moi en tout cas sur celle que j'ai, il n'y a pas réellement de particularité. On va dire que j'ai deux athlètes qui se détachent, deux athlètes féminines qui se détachent en termes de niveau, donc les deux Pauline Poirot et Pauline Pels. Euh, Honnêtement, il y a pas de, je réfléchis pas spécialement. Euh, c'est des profils similaires, on va dire en termes d'avancement, même si Pauline Pels est beaucoup plus jeune. Là où je peux dire que ça a fait une différence par rapport à quand je les ai récupérés, c'est le sérieux sur l'hypertrophie et l'intensité qu'elles mettent sur l'hypertrophie toutes les deux en particulier. Pour le reste, c'est des fréquences tout à fait normales. Les deux bench 4 fois par semaine, mais avec des volumes, genre avec beaucoup de polarisation, toutes les deux. Les deux Combien de fois bench par semaine? 4 fois. Donc t'as deux bench lourds et deux bench d'encadrement. Euh, la logique que j'ai sur les deux athlètes en question, c'est il y a un bench qui a un objectif vraiment spécificité, entre guillemets, et un bench qui a un objectif de correctif technique. Pauline Pell, son problème, c'est surtout les pauses. Elle a du mal à stabiliser, donc elle a souvent du long pause. Et Pauline Poirot, c'est une question de trajectoire, donc un truc qui avait bien marché depuis que je la coach, c'est le stato. Voilà, les jours principaux sont polarisés comme ça. Et les jours d'encadrement, bah, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Il y a toujours, Alors, grosso modo, un jour pratique de comp et un jour plutôt close grip avec un angle un peu différent pour me taxer les épaules, les pecs. Mais c'est mais, pas, il y a vraiment rien de fou, quoi. mais ça, c'est pas parce que c'est des femmes, c'est parce que Non, non, elles réagissent. non, mais c'est pour dire que Ouais. ma réflexion, elle a pas, il n'y a vraiment aucune spécificité, et sur mes autres athlètes féminines, non plus, honnêtement. Voilà. Lisa, peut-être, en 57, elle a un volume au bench qui est assez important. Mais vu qu'elle a que 3 séances hebdomadaires, du coup, je suis un petit peu obligé de condenser les choses. Mais franchement, hormis ça, c'est tout, quoi. En fait, Mm. moi, ma réflexion, elle va aussi dans ce sens-là. À l'époque, on en faisait. Ah, j'ai frisé. À l'époque, on en faisait tout un pataquès tu sais, de différencier l'entraînement des femmes et l'entraînement des hommes. C'est plus une question de, c'est plus une question de force absolue, je trouve. Sachant que les femmes dans les petites catés, en absolu, bah, elles sont bien moins fortes, donc il y a plus de potentiel à encaisser. Hum, Ça ne veut pas dire que c'est bénéfique, mais pour moi, après, ça vient juste dans le processus d'individualisation, comme tout athlète. Et personnellement, mes athlètes les plus fortes, elles sont bah, au squat et au deadlift, par exemple, sur des fréquences relativement standards, hein. C'est 2 ouais. à 3 squats, 2 deadlifts dans la semaine, et souvent un deadlift lourd, un deadlift léger. Et on parle d'athlètes féminines qui sont à plus de 200 au deadlift pour référence. Il y a juste le bench Hum. où j'ai plus une tendance sur les athlètes féminines à partir sur 4 bench par semaine, là, comme pour tes athlètes, alors que chez les hommes, ça va plus être, une base à 3 bench, tu vois, en général, hein. Encore une fois, tu vois, le 3-4 bench, pour moi, même chez les hommes, c'est genre la réflexion, elle repose encore une fois aussi sur la force absolue. Ouais. Alors, j'ai des athlètes qui bench 120, 130, bah, ils vont bench 4 fois.
Et alors que je sais, par exemple, Clément Brett ou Mathieu, bah, ou 4 fois, ça serait dur à récupérer. Mais c'est à peu près la réflexion est la même que celle que tu as développée juste avant sur le squat et le deadlift, quoi. Ouais. C'est tout. Et du attends, qu'est-ce que j'avais encore un truc que je voulais dire? Non, ouais, du coup, c'est la seule trend pour moi qui émerge, mais ça vient de la même chose. Euh, ouais, voilà. Adrien, tu as un J'ai pas avis grand-chose à rajouter. Enfin, c'est le principe d'individualisation. Il est Hmm. avant de regarder si c'est un homme ou une femme, ou un dauphin ou une licorne. Moi, je Allez, regarde. les Non, mais mecs, voilà. ils continuent d'exagérer, tu sais. Vous pouvez pas Non, vous arrêter, vous pouvez pas vous en empêcher, quoi. mais en gros, voilà, ouais, c'est le principe d'individualisation. Donc, chacun va être différent. Et là, dans les exemples que vous avez donnés, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, dans les exemples que surtout Théo a donné, il n'y a pas de. Ça vient pas du fait que ça soit une femme ou un homme, c'est les gens qui réagissent différemment, et à telle ou telle modalité d'entraînement en fait. Voilà. non, mais on aurait pu avoir, avec le temps, discerné une base qui est Hmm. différente pour Ah, les athlètes. En tant que coach, on a tous avec l'expérience, hmm, une base même si on individualise, une base qui émerge hmm, en fonction des profils. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'est pas tellement marquée parce que c'est des athlètes féminines. C'est juste que les athlètes Hmm. féminines qui sont moins fortes en absolu, bah, souvent, on tend vers un peu plus de volume et de fréquence, mais pour les athlètes qui sont fortes, ou qui sont très fortes, ça se rapproche de ce qu'on retrouve chez des athlètes masculins globalement. ouais. Maintenant que j'y réfléchis, peut-être il y a un truc que je peux dégager chez les athlètes féminines que j'ai, c'est que les assists du bas du corps, il y en a un peu plus et un peu plus d'intensité. Mais du coup, il n'y a pas de volume supplémentaire au squat et au deadlift spécifique, on va dire. Mais par contre, sur les assists bas du corps, je remarque que elle l'accepte un peu mieux. Tu vois. Genre, tu mets 4 séries de T de tradi et 2 séries de RDL lourd derrière. Ça va, tu vois, enfin, voilà. Mais hormis, ça rejoint ce que tu dis. Ça rejoint ce que tu démontres. Moi, pour les renforts, encore une fois, c'est purement une question d'individualisation, ça dépend vraiment Ouais, ouais. des profils. Une athlète féminine avec une masse musculaire fortement développée et Hmm. qui a des problématiques physiques, on va dire, bah, les renforts, ça va plus être de la prophylaxie, tu vois, globalement, Hmm. plutôt que chercher à maxer Ouais, du ouais. renfort. Donc, encore une fois, là, pour moi, Hmm. c'est vachement contextuel. Ça dépend. Ouais. Ouais. De Euh, toute façon, une réponse autre que ça dépend et c'est contextuel aurait été biaisée. Aurait été biaisée, en fait. Et donc, voilà, non, non, mais je enfin, pense. même individuellement, vous auriez pu avoir une base même différente. Du coup, question suivante. Qu'est-ce que tu ferais pour maximiser le développement des triceps et ou d'un groupe musculaire clé? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bah, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est tout simplement d'en faire plus, augmenter la fréquence sur un groupe musculaire donné. Ça, c'est peut-être le plus simple à faire, euh, sachant que, par exemple, c'est quand si le mec là, on parle des triceps, il a ce point faible là, augmenter du bench, ça va lui permettre de travailler ses triceps, mais ça serait pas forcément la solution la plus intelligente parce qu'il va griller ses cartouches tout de suite. Alors que tu lui fous le triceps extension en plus, bah voilà, un mouvement d'isolation, ça permet d'augmenter la fréquence sur ce muscle-là et donc potentiellement les résultats derrière. Voilà, si c'est un point faible. Après, le deuxième truc qui me vient en tête, s'il y a vraiment des points faibles, c'est la position de l'exercice dans l'entraînement. Donc, en hypertrophie Hmm. pure, c'est relativement facile à faire, entre guillemets. Maintenant, en powerlifting, en général, les premiers exercices que tu fais, ça va être tes mouvements de pompe ou les variations qui vont avec. Par contre, si tu as une séance de renfort dans la semaine et que tu sais que le mec il a les triceps un gros point faible, ça peut être intéressant de les mettre en premier pour qu'il arrive frais et qu'il se démonte dessus. Même pas un exercice d'isolation, mais même peut-être des dips, j'en sais rien, tu vois, pour qu'il vraiment il ait l'occasion de se défoncer sur l'exercice alors qu'il est frais, quoi.
Ouais. Alors, ouais, le placement dans la séance, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu sous-estimé parce que si t'es une merde sur un groupe musculaire et que tu l'as pré-fatigué avec des exercices polyarticulaires Mm. majeurs avant, forcément tu vas pouvoir exposer, enfin, exprimer moins de force avec. Moi, j'aurais tendance quand même à se dire qu'il n'y a pas trop grand-chose à faire hormis être patient et religieusement attendre, faire en sorte que l'hypertrophie se fasse et que l'exécution du programme soit bien faite, mais pendant longtemps. Genre l'hypertrophie, ça prend pas un Ouais. bloc ou deux ou un cycle, ça peut prendre des années. Et c'est pas rajouter des séries qui va vous faire miraculeusement gagner des triceps ou des quadris ou je ne sais quoi. Et dans la mesure Mm. où ce qui compte, c'est l'intensité maximale et la proximité avec l'échec. Peut-être qu'il faut juste le faire pendant plus longtemps et accepter de le faire pendant plus longtemps. Après, c'est contextuel. Parce que si un mec, il a vraiment admettons le mec, tu bench, le mec, il a vraiment une, euh, une fragilité, enfin, pas une Oui. fragilité, mais euh, une faiblesse au triceps, en Hmm. fait, il va jamais vraiment les travailler. Donc, ça peut être Oui. intéressant de mettre l'accent en termes de volume sur les triceps. Bon, c'est Hmm. ultra spécifique ce qu'on dit là, mais c'est un exemple. Après, je te rejoins, c'est vrai. C'est-à-dire que j'étais pas en train de dire Ouais, avoir ça va rajouté du pas. volume. Parce que c'est pas du tout l'idée. Et généralement, moi, je fais chier les gens pour qu'ils gardent leurs exercices le plus longtemps possible. Parce que tout le monde, enfin tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont envie de, ah j'en ai marre de faire ça, mais je progresse encore dessus. Ou alors, ça fait 2 semaines que j'ai mis le même poids, est-ce que je peux changer? Ben non, attends un peu, tu vois. Donc ouais, faut bien peser le pour, enfin Après, tu faut pas vois, faire n'importe quoi quand on pour ce que arrive tu à dis un stade. pour le bench, pour les triceps au bench, je pense que c'est un exemple particulier et Oui, que potentiellement, il y a aussi une question de technique, de mobilité de l'épaule et juste de recrutement plus que d'hypertrophie. Genre, le point faible, il peut être lié à un manque d'hypertrophie, bon, c'est évident, mais ça peut être aussi une question d'activation, de recrutement ou juste de position. mm, Donc, bien sûr. contextuellement, si tu es en début de cycle, tu peux être naze au bench et penser que tes triceps sont faibles et que tu n'arrives pas à lockout ou que tu perds ou que machin. Et finalement, en t'adaptant petit à petit pendant le cycle et que tu arrives sur le début de ton picking, tu vas te rendre compte que bon, bah, en fait, et t'as pas pris, c'est pas l'hypertrophie qui l'a corrigé. C'est les tensions passives de l'entraînement et c'est l'adaptation progressive à la charge, je pense. Donc, Mm. ouais. Moi, pour faire le pont sur ce que vous dites tous les deux, je trouve ça, enfin, ton point de vue était intéressant, Théo, parce qu'il y a fois des athlètes qui veulent augmenter le volume parce qu'ils cherchent un peu des shortcuts, tu Des vois, alors excuses, que ouais. c'est pas des Mm. excuses, c'est des raccourcis. Ouais. Vraiment, l'hypertrophie, un bon programme d'hypertrophie, il est simple et juste dans son exécution, bah, c'est simple, ça prend du temps pour Ouais. créer du tissu musculaire supplémentaire. Après, reste que l'augmentation du volume, ça reste un levier supplémentaire. C'est juste que ça a un coût et que parfois ça peut créer des interférences. Donc, il faut être avant d'augmenter le volume, même si c'est un des leviers principaux, il Ouais. faut rester précautionneux. Mais comme le disait Adrien sur l'isolation, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que des fois, tu n'as pas forcément plus de capacité à rajouter du volume directement sur ton bench ou sur une variation. Par contre, Mm. les isolation, ça va bien passer. Donc je jouerai là-dessus aussi. Et avant de chercher à en faire plus et d'augmenter directement le volume, déjà à maximiser le rendement de ce qu'on fait. Par exemple, si tous les exos de triceps, si un athlète fait plusieurs exercices de triceps, qui coupe plusieurs angles et qu'il les fait dans la même séance, je les répartirai sur 2 séances Ouais. pour avoir un plus gros rendement et avoir plus de fréquence dessus. Sans dire que c'est la fréquence, le retour sur investissement sur la fréquence, il n'est pas infini, mais déjà doubler la fréquence, c'est un point intéressant. Et de maximiser le rendement des exercices. Donc, pour maximiser le rendement des exercices, ça passe par un setup qui va apporter énormément de stabilité, sans partir sur des Mm. trucs complètement exubérants. Mais tu vois, des triceps à la poulie, tu te mets à genoux pour les faire, tu te rajoutes un gilet lesté dessus, tu gagnes énormément en stabilité et tu peux gagner énormément en rendement et ou envisager du travail unilatéral parce que le OK, OK. Bon, reprenons sur les triceps. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Après, non. Non, je ne pense Non. pas. Mais je pense que il faut. C'est pas assez clair, je pense, pour la plupart des gens, et j'en parle moi souvent avec mes athlètes qui me demandent à faire plus d'hypertrophie. Coucou Tia, par exemple. Genre, c'est pas parce que tu vas rajouter 2 séries
d'une assist dans la semaine sur un groupe musculaire que ça va forcément, nécessairement, être plus productif. C'est genre tu vas pas gagner 1 centimètre de tour de biceps ou de tour de quadri parce que tu as fait 4 fois 10 au lieu de 2 fois 10. C'est pas la réalité. Et je pense que ça, c'est un petit peu, c'est ce que, à mon avis, traduit un peu en sous-main cette question-là. Et ce qu'il faut que les gens comprennent. Et que l'hypertrophie, c'est des mécanismes qui sont un peu plus complexes à activer que juste rajouter du volume absolu. Mais pour ça, lisez le e-book de Florent Blanc, Bah, disons que avant de vouloir rajouter du volume, comme je le disais, il y a des paramètres à c'est ça. optimiser, comme t'assurer que déjà le volume que tu fais, tu le rentabilises suffisamment, que Mm, tu tires pleinement parti de ce que tu fais, que ton statut nutritionnel il est cohérent aussi avec ton objectif d'hypertrophie et que tu fais le taf à ce niveau-là. Quand on parle du contexte de la force, que ça va pas créer d'interférence et t'empêcher de ouais. progresser sur le travail de force. Et quand tu as coché toutes ces cases, tu peux envisager, parce que ça reste un des leviers, envisager d'ajouter du volume pour faire plus de répétitions Mm, dans la mm, dynamique de faire plus de répétitions effectives. Mais si mm, tu es le type d'athlète qui fait ses renforts à moitié et qui commence à parler de rajouter du volume, en fait, commence par mm, essayer d'extraire 100% de ce que tu as, d'être vraiment stratégique sur mm, tes stratégies de surcharge. Bah, moi, comme je me tue à le dire sans arrêt, de mm. voir que ta récupération elle est au point, que ton statut nutritionnel il est au point. Et là, après, on peut parler d'en rajouter, tout simplement. Ah, c'est ça. Mais globalement, si tu chiales pas 1 fois par semaine sur tes assists pendant 8-10 mois, c'est que bah, rajouter du volume, ça c'est pas encore le moment, quoi. Il faut continuer à le faire un moment. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, la progression sur les accessoires, c'est aussi un facteur. Euh, Ça peut aller dans les deux sens. Peut-être que tu en fais trop peu, du coup, ça drive pas assez d'adaptation Ouais, pour on progresser. t'en fait trop. Et là, il faut considérer rajouter du volume. Ou alors, tu en fais trop, tu es trop fatigué, tu n'arrives pas à tirer parti de tes séries. Et au contraire, il faut en enlever pour arriver à rentabiliser ce que tu fais ou mieux le Ouais, disperser dans ta semaine ouais. pour bien le rentabiliser. Euh, Mm, Encore une fois, pour moi, ça vient, enfin, l'augmentation du volume sur l'hypertrophie, c'est un levier majeur, mais il vient en dernier, en fait. Il y a tout mm, à checker avant pour rentabiliser ce que tu peux faire sur la ouais. semaine. Vous avez d'autres, Damien, tu as d'autres, Non, non. Non, pas spécialement. ok. Euh, alors, ensuite, j'ai une question, c'est comment un athlète peut déterminer son style de bench optimal? Et il y avait plus de nuances à si je retrouve la question, on m'avait envoyé plus de nuances à cette question. Ah, c'était sur le fait de sentir ses pecs, c'est ça? En fait, ça venait après, parce que j'ai discuté avec la personne du coup de ça. Bah, on pourra l'aborder après. Ok. Euh, ouais, du coup, comment un athlète peut déterminer son style de bench optimal? Je distingue deux styles très différents. Un, le style dominant IPF, donc volonté maximale de réduire l'amplitude avec un gros pontage et un max grip. Mm, En termes de prog, ça se traduit par une hyperfréquence de mm, 4 fois par semaine, voire plus, et une volonté modérée d'hypertrophie. Et le style pré-2020 et hors IPF, donc même avec du pontage, le travail il est davantage ouais. sur Bench anatomique. de la musculature. On cherche à Ouais. beaucoup plus à engager les dorsaux, le choix d'un grip avec le maintien des avant-bras davantage verticaux et une fréquence souvent plus basse en termes de programmation, tu sais, les coups de plus près du corps. Euh, voilà. Je trouve que la question est intéressante. Alors moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, ça va être les potentiels gênes, douleurs et inflammations que va générer la pratique de l'un ou l'autre style, si on doit polariser entre ces deux styles. Mais l'exemple qui me vient en tête, il va vous parler, c'est Nico Perrault, qu'on salue d'ailleurs parce qu'il a fait un très gros total hier. Et lui, par exemple, bah, il a réussi à performer à des très gros bench, parce qu'il a déjà bench de 25 avec un close grip, finalement. Et pourquoi il avait ce close grip-là? Parce que l'enchaînement des échéances,
ne lui permettait pas de contourner ses problématiques au niveau des pecs et qu'il a dû donc trouver un peu un biais, un shortcut pour pouvoir maximiser ses performances. Donc déjà, je pense que le premier truc, c'est la mobilité au niveau des épaules, la tolérance des tendons et des insertions des pecs au volume, à l'intensité, à l'exposition au bench lourd. Comment est-ce que tu le vis dans l'un et dans l'autre des styles? Et déjà, ça, pour moi, c'est la première question à se poser, je pense. Adrien, Je suis en train de réfléchir là, je suis un peu ralenti aujourd'hui. Ça va rejoindre un peu ce qu'a dit Théo. En fait, comment un athlète peut déterminer son style de bench optimal. Alors, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux deux styles différents, je pense qu'il y a eu aussi une évolution du sport qui fait que on s'est spécialisé. Il y a aussi une histoire de gabarit, je pense. Là, tu parles de Nico Perro. Bon, là, il y a un contexte qui fait qu'il est plutôt sur un bench anatomique, enfin, entre guillemets. Mais, Maintenant, il a élargi euh, d'ailleurs, hein. il a Il a élargi élargi, là? hein. Ouais, depuis D'accord, décembre, ouais. d'accord. Et il a fait Mais, 2,25 ce week-end avec Prismax. Donc au final, d'accord. Ok, ok. Mais je pense que un athlète, enfin, tu parles de mobilité, etc., un athlète qui est développé musculairement, etc., un peu un mec comme Nico, sur un bench plutôt cross grip, il a plus de, enfin, il a une énorme cage thoracique, etc., donc ça va dépendre de la morphologie, etc. Donc voilà, il y a ça qui rentre en compte. Après, si tu prends un pur débutant, comment il va déterminer son bench optimal? Peut-être que déjà prendre qu'est-ce qui vient naturellement en fait et comment est-ce qu'il se sent? Est-ce ouais. qu'il se sent bien sur le mouvement? Et petit à petit, Mm. voir comment il bouge et adapter en fonction, quoi. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, moi j'ai un athlète, vous le connaissez, je pense, c'est Trevor. Trevor, il bench à plat de ouf, Mm. parce qu'il a très peu de mobilité thoracique. Mais par contre, il a une technique qui est vraiment très optimisée. Son leg drive, il est hyper efficient, super trajectoire, super stable. Toutes les reps se ressemblent. Il est à plat de ouf. Vraiment, il y a quasiment pas de montage visuellement. Il progresse non-stop, il a pas de douleur, je touche du bois. Mais finalement, moi, j'ai jamais, il progressait. Donc, j'ai jamais cherché à l'emmerder, à le faire compter ou à faire différemment. Ça montait tout seul. Donc, effectivement, je te rejoins, Adrien, aussi. C'est, est-ce que tu continues à progresser d'une manière ou d'une autre? C'est un peu le même débat que un mec qui débute et qui fait du tradi. Mais j'ai pas envie de le basculer en sumo dans les 5 minutes qui Mm. suivent s'il progresse en tradi, quoi. Ouais. moi, je pense que si on devait établir une tendance de départ, il y a une question de morphologie. C'est-à-dire qu'un mec qui a des Ouais. bras courts et une grosse cage thoracique, simplement une prise large, ça va être avantageux. Il va pas mettre beaucoup de stress Ouais. sur le tendon des pecs, notamment en général. Mhm. Alors qu'un mec qui est extrêmement longiligne, il prend une prise large, les pecs Mhm. ils vont ramasser. Après, ça c'est juste des tendances et comme vous le dites, ça va, au fil du temps, ça va Ouais. s'individualiser parce qu'il y a Mhm. il y a d'autres facteurs génétiques, selon moi, à prendre en compte là-dessus, qui vont faire que tu vas adopter un autre style de bench. Tu as déjà les longueurs musculaires. Un mec qui a des pecs super longs, il va pas encaisser pareil. Mhm. Je pense à, je pense à Pierre Renaud, notamment, qui a un bench très large avec des bras très longs, mais tu vois, Ouais. ses longueurs musculaires au niveau des pecs, il a les pecs super longs. Ça joue aussi sur la capacité à encaisser. Et C'est juste. pour moi, il y a aussi un facteur génétique au niveau des tendons, déjà dans la capacité des tendons à encaisser et à s'adapter. Donc ça va Mhm. jouer sur ta prise de bench. Et encore une fois, sur les insertions musculaires, selon comment sont foutues tes fibres, euh, la mobilité que tu as, etc., tu vas pas arriver à recruter tes muscles de la même manière. Et Même manière. c'est là où ça fera le pont sur la question suivante, c'est que pour moi, en fait, la question à se poser pour, entre guillemets, optimiser le bench, c'est d'arriver à faire levier sur les muscles, de pair à faire levier sur les muscles moteurs et à arriver à te positionner de façon à utiliser ton dos pour te stabiliser. Et tu as des individus qui vont avoir plus de capacité à utiliser le grand dorsal pour tirer de la stabilité, d'autres à avoir les coudes plus ouverts et à plus créer de la stabilité avec les muscles du haut du dos, à savoir les trapèzes rhomboïdes. Et pareillement, tu en as qui vont arriver à mieux faire levier sur les pecs avec les coudes un peu plus rentrés, et d'autres arriver à mieux faire levier sur les pecs avec les coudes un peu plus ouverts. Parce que tu vas avoir des Mhm. différences morpho-anatomiques. Après,
de Ouais. visu, c'est très compliqué à même je pense que c'est impossible à distinguer. Tu vois comment est foutu un individu, tu te dis: «Lui, il va bencher comme ça». Mais il y a une question de ressenti qui va émerger, simplement, Oui. au fil du temps. Il faut juste avoir cette conscience-là, en fait. Oui, parce que si tu prends juste mon exemple, moi j'ai des bras relativement courts, j'ai une grosse cage et j'ai un bon pontage, mais je suis pas capable de bencher prise max. Ouais. Enfin, je meurs quoi. Genre, je peux pas. C'est impossible, par exemple. Ouais, parce que sûrement Alors que mon gars, Trevor, dont je parlais juste avant, il bench prise max, et il est complètement à plat, il est très longéline, il n'a pas de pontage. Donc bon. là-dessus, tu vois, il y a sûrement une question de longueur musculaire Mm. et de justement Oui, c'est sûr. de la capacité de ces tendons à encaisser, en fait, tout Ouais, simplement, tout simplement. ouais, Mais pour moi, une métrique clé, c'est d'arriver à faire levier, en fait, une fois qu'on a passé, ces tendances générales, à faire levier sur les bons muscles et la mm, position où tu vas arriver à encaisser suffisamment ton mouvement pour ouais, progresser. Et là, tu vas arriver à trouver ton style, optimal. Et du coup, venait la question suivante, dans quelle mesure est-il important de sentir ses pecs? Là, pour moi, je vais juste rebondir directement dessus, c'est qu'il y a une différenciation qui se fait entre le ressenti musculaire que tu vas avoir, type en bodybuilding, en mode: «Ah, je sens mon muscle qui congestionne» et le ouais, fait de sentir que tu fais levier sur un muscle. Par exemple, moi, j'arrive à sentir là, dans quelle position au bench, j'arrive à faire levier sur mes pecs, mais c'est pas pour ça que je vais avoir un gros ressenti musculaire ou que je vais avoir un gros pump ouais, quand je bench, sur mes pecs. Pour moi, c'est à mm, dissocier. Pareil au deadlift, j'arrive à mm, sentir la position où j'arrive vraiment à faire levier sur ma chaîne postérieure, mais pour autant, j'ai pas des sensations incroyables dans mes ischio-fessiers quand je deadlift. mm. En tout cas, je suis pas focalisé Je suis là-dessus deadlift, ouais. quand je fais un triple RPE 9, quoi. Je sais pas si vous Mm. avez Non, un je suis totalement deadlift d'accord. Non, musculaire, si, si. Pour être honnête sur enfin, là, comme quand j'ai lu la question au départ, ressentir ses pecs au bench, honnêtement, enfin, c'est, ça va rejoindre peut-être un peu ce que tu dis, mais c'est plutôt en force, je pense qu'on parle plutôt d'arriver à mettre sous tension. Là, tu parlais de Mm, chaîne postérieure, etc. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, si c'est ça que la personne veut dire, c'est important. Par contre, les ressentir quand tu vas pousser, dire, ah bah là, j'active mon pec, personnellement, c'est quelque chose que je fais jamais. J'y pense même pas, en fait. moi Et non je pense plus. que ça peut te mettre des bâtons dans les roues quand tu commences à te dire, ah bah, je vais activer mes pecs. Mais même le dos, moi, j'y pense pas, hein. Enfin, genre, Non, non, moi non plus. ouais, Mais moi, enfin, sur tous les mouvements, on le répète tout le temps, mais ce qui est important, c'est de savoir se mettre sous tension. ouais, Pour la stabilité, etc. Mais voilà, sinon, je pense pas que ça soit une question. Enfin, en lisant la question, je me dis c'est pas là-dessus qu'il faut tabler quoi. Quand tu veux ouais, faire de la. En fait, Je- la question, elle venait du fait que, en fait, j'ai répondu à cette personne directement, sur Ouais, la question de faire levier, en fait, sur les ouais, groupes ouais. musculaires, Ouais, là, ça a du sur les sens là. groupes Hmm. musculaires moteurs, et du coup, la question, elle venait dans ce sens-là. Mais du coup, là, tu as bien répondu, tu as plutôt bien répondu, Hmm. tu as plutôt bien Ok, répondu. Et voilà. ok. Et il y a une question qui vient encore faire le pont par-dessus tout ça. C'est penses-tu que l'aisance d'un athlète à recruter certaines parties de son dos peut t'aider à déterminer le grip? Par exemple, si c'est les dorsaux, avec un grip un peu plus serré et moins de rotation interne de l'épaule, et si c'est les trapèzes rhomboïdes, un je sais grip pas. plus large et plus de Oui. rotation interne de l'épaule. Ouais, théoriquement, en tout cas. Théoriquement. Mais après, sur comment le mec il va se sentir au bench, genre moi, tu me dis de bench avec un grip plus serré et les coups de rentrée, je suis une merde. Déjà que je suis une merde au bench de base, ça va pas forcément m'aider. Mais si tu me dis d'aller à l'encontre, genre si tu me dis de faire de la rotation externe et les coups de rentrée, ça va pas du tout marcher. J'ai besoin d'être en rotation interne, alors que j'ai des gros dorsaux et que je sais bien les activer. Donc ouais, sur le plan théorique et mécanique, oui, d'accord. Mais après, encore une fois, est-ce que le mec il va se sentir en tension et capable d'être fort dans cette position-là? C'est ça qui va conditionner les choses. En fait, ça rejoint ce que vient de dire, ce que tu viens de dire, Théo. Mais là, encore une fois, je lis la question recruter certaines parties de son dos.
Pour moi, on dirait qu'on parle de contraction musculaire. Tu vois, genre, j'active mon muscle. Et il y a une nuance, une grosse nuance entre activer un muscle et savoir se mettre sous tension. Mhm. Donc, Oui. pour moi, ce qui est important, c'est la mise sous tension. Est-ce que avoir un grip un peu... attends, j'essaie de comprendre la question, en fait. L'un de... Plus serré, avec moins de rotation. Ouais. Parce que Je pense que c'est... En fait, je Euh, pense qu'il faut pas se poser de questions. non, non, mais selon Je le. sais, tu l'as sélectionné, Flo, je pense que tu avais une idée derrière la tête, mais moi là, comme ça, un mec qui me dit ça, je lui dis, tu réfléchis trop, en fait. Non, non, parce ouais. que selon C'est le. Quentin Garcia? Non? Non, non, pas du Non. tout. Selon le. Disons que selon le positionnement de ton grip et ta rotation d'épaule, tu vas être plus apte à te stabiliser en utilisant tes dorsaux ou en utilisant Oui, tes trapèzes et oui, rhomboïdes. C'est juste mais que. oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais consciemment? Hein? C'est Bah, ce que ça tu peut, dis, Non? c'est vrai. ça peut, Mais tu le fais pas. En fait, justement, ça peut être un facteur pour déterminer est-ce que tu as un grip plus ou moins en rotation interne. Parce que oui, d'accord, ok. je Dans trouve ce sens-là, ouais. aujourd'hui, les gens sont un peu dogmatiques à dire que quand tu vois comment est coaché le bench, à dire qu'il faut un jab grip et être à tout prix en rotation interne. Mais ça se Ah base ouais, sur, non, Ouais, non. alors ça que se non. base sur quoi? Et là, on voit que du coup, Ok, ça peut ok, être je ce genre de comprends. préférence individuelle qui fait que tu vas régler ton grip en parallèle avec le fait d'arriver à faire levier sur les groupes musculaires Hmm. moteurs. C'est bien plus... euh, merde, comment dire? Pour moi, si tu réfléchis comme ça, en fait, t'es bien moins à te branler le cerveau, à te demander est-ce que mon coude, il est 2 degrés Ouais, plus rentré, il doit être 2 degrés Ouais, ouais. plus ouvert. C'est non, je me positionne pour avoir de la stabilité en engageant mon dos là où je suis le plus à l'aise et en faisant levier, en essayant de faire levier sur mes pecs, tu vois. Et Oh, hmm. mais tu l'as dit, là où je suis le plus à l'aise. ouais, Tu vois? exact. Genre, Exact. Bah ouais, c'est tout. c'est pas, mais c'est pas, tu vas regarder le mec torse nu et dire, ah ben toi, tu vas faire ça, tu vois. Ah non, non, clairement pas. Non, Enfin, mais c'est là où le mec est le plus à Ouais, c'est l'aise. ça. là, là où enfin, je comprends ce que tu veux dire, Flo, c'est qu'en fait, la réflexion du gars derrière cette question, elle est fondée sur quelque chose. Et elle est pas Ouais. juste dire, ah, je vais optimiser mon Oui. mouvement juste Oui. pour l'optimiser, enfin, parce que tout le monde fait, Ouais, parce que ouais. les gros benchers, ils sont comme ça, je vais faire ça. Il y a un raisonnement derrière qui est intéressant, effectivement. Mais après, à Mm. déterminer, je pense que C'est une question de ressenti. euh, c'est une question de ressenti, donc faut le faire en fait. Il faut pas se branler le cerveau trop longtemps en se regardant dans le miroir, comme dirait Théo, en disant ah, Mm. j'ai des gros dorsaux donc je vais faire comme ça. Mais tu y vas et puis tu vois comment tu te sens. Parce que comme tu l'as dit Ouais, tout à ouais. l'heure, c'est pas juste ta masse musculaire qui va déterminer ta capacité à Non. recruter tel ou tel muscle qui va déterminer ta position ou ton grip quoi. Non, parce que tu as beaucoup d'athlètes. Ouais, c'est les formes de corps que tu acquiers aussi, Oui, de la oui. manière dont tu compenses et machin. Enfin, Mhm. Parce que force est de constater avec le temps que tu as beaucoup d'athlètes, des fois, qui passent du temps à réfléchir pour X ou Y raison à est-ce qu'il ne faudrait pas ouais. que j'ouvre un peu plus mon poignet, que je rentre ou que j'ouvre un peu plus mon Mm. coude, ou j'ai vu sur ce réel-là que quand j'ouvre le coude, apparemment, ça recrute mieux les pecs, c'est mieux pour produire de la force, alors que pas, non, mais que pas forcément. Et du coup, tu te retrouves avec des athlètes qui essayent Pas de forcément. Ouais. micromanager des détails de position basés sur absolument rien. Là, tu te bases sur ta capacité à recruter les Ouais. muscles qui vont te permettre enfin, en tout cas, à faire levier sur les muscles qui vont te permettre de te stabiliser et de produire de la force. Et c'est beaucoup plus, comment je pourrais dire, c'est beaucoup plus concret, tu vois, que de micromanager des détails de position dans le vent, je trouve, dans le vent. Et ça Ouais. implique pas Il y a une Mais, logique ça en implique fait. pas de se masturber le cerveau pendant 30 ans. C'est ah, je suis là, je suis là, je suis plus proche de mes dorsaux, je suis plus stable, j'arrive mieux à faire levier sur mes pecs. Bon, bah voilà, je vais bench comme ça, je vais arrêter de me branler le cerveau, à aller chercher à avoir le coude un peu plus ouvert et un peu plus en oui. direction de la lune, quoi. Mais encore une fois, tu vois, cette capacité à activer plus ou moins l'autre ou être stable plus ou moins dans l'autre, ça va être une sensation. T'as pas la certitude, tu vois. T'as pas de data là-dessus, en réalité. Donc, pour moi, tu reviens à la même chose. Genre, tu te masturbes pas sur l'angle du coude ou du poignet, mais tu te mets la certitude que tu arrives mieux à activer dans telle position, sauf que peut-être que c'est pas la réalité. Et qu'il y a que la réalité de est-ce que tu arrives à bench lourd dans cette position-là, de manière répétée, qui va le révéler. Et c'est pas forcément ta sensation, tu vois.
Donc au final, pour moi, c'est un peu le même problème, en fait, Ah, t'es censé le sentir. je pense. Ouais, t'es censé le sentir quand même. Je sais pas. Je sais pas. Selon moi, Ouais, tu vas le découvrir en benchant, je pense. oui, par l'expérience, en pratiquant. Oui, par Mais l'expérience et par la pratique, hein, selon moi, oui. avoir cette conscience-là, en fait, de faut que je fasse levier sur les muscles moteurs et que je me sente stable, c'est ce qui va te mener dans la bonne direction. Et Oui. si t'as pas, en fait, si t'as pas cette conscience-là, l'athlète n'a pas cette conscience-là, il est mené à se perdre dans des détails positionnels superflus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Ils n'auront pas cette conscience-là. Ouais, ouais, non, mais Alors oui. que ça peut, Oui. juste d'avoir cette conscience-là et cette simplicité, ça peut l'épargner de ça, selon moi. Mm. Ah, Ouais, moi, ouais. ma réflexion, elle va. Je comprends ta réflexion, mais j'arrive pas à être convaincu par le fait que ce soit pas le même problème. Tu vois. Mais pour moi, genre, est-ce que tu as des dégradations techniques majeures quand tu benches dans cette position-là? Et est-ce que t'as des dégradations techniques majeures dans l'autre ou pas? Il y a que ça pour moi qui est, ou des contre-performances, tu vois. Il y a que ça qui détermine, une solution ou l'autre. Genre, j'ai du mal à avoir envie d'aller plus loin et j'ai du mal à penser que aller plus loin, va forcément être plus productif, pour l'athlète. Voilà. Je sais pas. Bah, disons que non, le débat est intéressant du coup, mais potentiellement, si tu arrives Ouais. mieux à te Mm. mettre sous tension ou avoir une position où tu arrives mieux à faire levier sur un groupe moteur, tu vas pouvoir Non, dégager. mais non, mais en fait, ce que je te dis, c'est tu vas le découvrir comment quand tu vas bench. Mais Donc au en final, est-ce que fait, c'est vraiment la question de l'attention ou la question de l'exécution qui, voilà. je vous rejoins tous les deux dans le sens où c'est pas un truc magique de se dire ça, Non, Mm. ah non, non. mais Voilà. se poser en fait, exposer le truc de cette manière, le fait de recruter les muscles moteurs, et j'avoue que j'utilisais pas trop, enfin, c'est pas forcément ce que j'aurais dit naturellement comme ça, mais le fait de le dire à un débutant, peut-être que ça peut l'aiguiller dans le bon sens. Je pense que c'est ce que tu veux dire, Flo. Ouais. C'est qu'en fait, la position qui est importante, c'est celle où tu vas pouvoir te mettre en soumission et recruter tes muscles moteurs. Voilà, et à partir de là, tu peux expliquer quelque chose assez simplement, sans que le mec il se perde et qu'il se pose la question, je Mm. vais faire une rotation de 3 mm de mon coude pour faire comme machin chose qui a benché 300 kilos, tu vois. Enfin, j'exagère, mais voilà. Mais pour moi, c'est Ça, exactement ça, ça ça donne. ça s'arrête là. Hmm. Ouais. C'est juste Oui. un état de, mais ça reste important. C'est juste un état de conscience à avoir en fait pour Ouais, voilà. prendre, Un état de conscience. prendre dans la Mais bonne après, pas direction. plus que ça, tu vois, pour moi. Ah non, non, Ouais. il n'y a pas besoin de plus de ça, mais il faut Mm. l'avoir. Pour moi, il faut l'avoir quand même, Mm. cet état de conscience, parce que après, forcément, c'est avec la pratique et au fil du Mm. temps que tu vas pouvoir, entre guillemets, perfectionner, perfectionner la chose pour ce que ça veut dire, tu vois. Et arriver à trouver de l'attention Mm. sans faire de Ouais. micromanagement sur des détails de position. Parce que j'en ai toutes les semaines des athlètes, moi, qui se posent la question à me dire est-ce qu'il faut pas que j'ouvre un Pareil. peu plus mon coude ou un peu plus que je le ferme. Mais pour moi, la question, elle est, Non, on s'en bat les couilles. on s'en bat les couilles. La question, elle est pas là du tout, en fait. Pour moi, c'est là où c'est important d'arriver à amener ça sur la table, tu vois. Parce que Ouais. là-dessus, Pour revenir, à ce que tu disais sur l'hypertrophie, ce genre de détails de micromanagement, de micro-position, etc., c'est pareil que ce qu'on disait sur ah, il faut que j'ai plus de triceps. C'est un shortcut qu'on imagine pour arriver plus vite à un résultat. Le mec qui te dit ah, j'ai raté mon bench parce que j'ai ouvert les coudes trop tôt. Non, t'as raté parce que c'était trop lourd, tu vois. C'est pas et de d'imaginer que tu vas exploser soudainement parce que tu as résolu un micro détail de position, que tu as rétracté plus ton. Non, c'est pas vrai. Non, tu vois. Et c'est pas ça qui va faire la diff. je suis tout à fait d'accord, du coup. Et voilà, j'ai cassé l'ambiance. Non, non, mais Non, t'as mais raison. là-dessus, c'est, Moi, je pense qu'on est aligné là-dessus, de toute ah ouais, façon. Oui, Pas de, clairement, pas de doute clairement. là-dessus. Non, mais c'est bien, du coup, c'est bien étalé oui. sur le Mm. sujet. Euh, il n'y a pas plus de questions. Je crois il y a un thème que tu voulais aborder en plus, Théo, tout à l'heure. Ouais, c'était l'occasion. C'était l'occasion parce que tu vois, je me suis dit plutôt que de quand j'ai des réflexions un peu de fond, je les partage dans mon groupe WhatsApp de mes athlètes, mais je me suis dit que j'allais peut-être en profiter pour dépasser un peu juste cette audience-là. J'ai eu pas mal de nouveaux athlètes ces temps-ci, comme ça. Et il y en a eu
deux à qui j'ai fait faire des changements techniques assez importants. Au squat et au deadlift, pour les deux. Le bench, en soi, j'ai pas touché, bon, voilà. Le premier bloc, les gens sont très, très inquiets de pas se sentir à l'aise sur je dirais pas la nouvelle technique, parce que c'est pas une nouvelle technique en vrai, mais sur les nouveaux angles de poussée ou de position que je leur ai demandé d'adopter. Euh, donc ça, j'aimerais avoir, vous, votre avis là-dessus, sur comment est-ce que vous introduisez en coaching ce genre de nouveautés chez vos athlètes, et comment est-ce qu'on peut expliquer en fait le fait que bah, tu te sens bien. Moi qu'il faut l'expliquer, quoi. Je sais pourquoi tu te sens pas bien quand tu changes de technique, ça paraît évident. Mais comment expliquer aux athlètes que quand ton coach te demande de changer de technique, dans genre de ta position des pieds, ta stance, ton grip au bench, la hauteur de ta barre au squat, etc. Comment tu vas expliquer aux gars pourquoi pendant, je sais pas, X semaines, tu te sens comme une merde quand tu fais tes séries, mais que peut-être que ça vaut le coup. Parce que enfin, vas-y, t'as une réflexion dessus, Adrien? Je vais aller réfléchir en voix, mais si t'as une idée, vas-y, hein. Bah, selon Si t'as moi, une idée directe. ouais, ouais, bah, selon moi, parce que déjà, tu vas manquer enfin, ça va prendre du temps, parce que déjà, initialement, tu vas manquer de coordination. Il y a tout le temps Hmm. Mm. d'arriver à gagner cette coordination et tu vas potentiellement t'exposer à des angles où tu sais pas encore bien générer de la force. Donc il y a cette question de production de force et de coordination. Et ça, simplement, ça prend du temps à se mettre en place. Et peut-être que tu es moins fort tout de suite, mais que cette technique, elle va te permettre d'atteindre un plafond qui est Mm. qui est plus élevé parce que si tu as fait ce changement-là, c'est que tu considères, il peut y avoir d'autres considérations, mais que l'athlète, il va avoir moins de limitations ou que la position, elle Mm. va être plus entraînable, ou les 2 en même temps. Ouais. Si je prends mon cas, j'étais Mm. plus fort en sumo. Quand je suis passé en conventionnel, j'étais moins fort. J'ai fait le choix, 2 ans après, t'as pris 50 kilos. voilà. Mais je suis pas devenu aussi fort en un bloc. Au bout d'un an et demi d'entraînement, je faisais entre guillemets que 270 en conventionnel, alors que je faisais 285 en sumo. J'ai persisté comme ça parce que je savais que j'allais arriver à le rattraper, ce plafond, et derrière, à le dépasser parce que j'avais moins de limitations dessus. Là où en sumo, quand j'atteignais mon top end, entre guillemets, je commençais à avoir super mal aux genoux, super mal au niveau des hanches, et je savais qu'en conventionnel, j'avais aucune douleur, aucune limitation. Je le savais parce que c'est un mouvement, par contre, que j'avais déjà entraîné Déjà entraîné. dans le passé, mais par contre, j'étais beaucoup moins fort dessus. Donc, le fait de savoir ça, ça m'a quand même donné ça Mm. m'a quand même donné cette patience-là. Mais du coup, moi, je pourrais donner cet exemple-là, tu vois, de façon très concrète. Ouais. Et bah oui, du coup, effectivement, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit? Je suis pas sûr. Mais oui, c'est quelque chose qui va prendre. Et moi, alors Adrien, après, sur la façon. t'as déjà fait un changement de technique, toi aussi, au deadlift? Bien sûr, ouais. Ouais. Mais en fait, euh, et j'ai déjà fait. Enfin, là, je pense récemment à un athlète que j'ai fait passer, Romain, là, que j'ai fait passer en sumo. Là, c'est parce que je voyais qu'en fait, sa technique en tradi, elle n'était pas. Euh, au niveau Répétable. répétable au niveau des transferts de force, ça tenait pas la route en fait. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu seras, je lui ai dit, on finit le bloc, parce qu'on était en milieu d'un bloc, et prochain cycle, on teste le solution, et je lui ai bien expliqué bah, ce que tu viens de dire en fait, peut-être pas avec les mêmes termes, mais en gros que ça allait prendre du temps, qu'au départ, tu vas pas avoir des sensations géniales, parce que bah, tu travailles sur des amplitudes que tu n'as pas travaillé avant, etc. Donc, il va vraiment falloir prendre le temps. Après, il faut la programmation qui va avec derrière, c'est-à-dire faut faire les adaptations qui vont bien. Si tu changes de technique, surtout passer de tradi à sumo, c'est quand même un gros changement. On va dire, c'est pas juste tu descends la barre d'un tout petit peu au squat ou j'en sais rien, tu vois. Ça a peut-être plus d'impact et du coup, je pense que l'athlète, il faut l'amener vers ce changement et lui faire comprendre Mm. les bénéfices qu'il peut avoir. Donc ça, c'est important. Mais et après moi, quand j'ai changé de technique au deadlift, en fait, moi, après, je sais pas si c'est. En fait, moi, quand je me fais coacher, le gars qui me coach, je lui fais confiance à 200%, donc je me pose pas de questions, en fait. Pas plus que ça.
Et quand le gars m'a fait passer en sumo, il m'a dit on va tester le sumo parce que je pense que tu seras mieux. J'ai suivi en fait, tu vois, donc c'est peut-être un peu différent. Et voilà. Mais effectivement, c'est des choses qui prennent du temps pour toutes les raisons que tu viens de donner. Et ce qui est important en tant que coach, par contre, c'est de l'accompagner. Ça, je pense que c'est pour ça que tu voulais en parler, Théo. C'est quand tu fais un changement de technique, la personne en face, elle va pas. En fait, quand on parle de changement de technique, et ça rejoint un peu la discussion qu'on a avant, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se disent, je vais changer de technique, je vais exploser. Alors que Ouais, la courbe, ah, elle va ça. pas. Enfin, c'est plutôt, tu vas en chier un petit peu au début, puis ça va Ouais, remonter après. Donc c'est ça qui est important d'annoncer, c'est que tu veux, faut pas changer de technique 4 semaines avant la compétition, par exemple. C'est une mauvaise idée. ouais. Alors, si on peut synthétiser, Ouais, tu vas-y. changes de technique, tu pousses plus ou tu tires plus dans les mêmes angles. Les tissus que tu vas solliciter ne sont pas étirés ou contractés de la même manière, donc forcément, tu produis pas de la force de la même manière. Donc, explication de pourquoi tu te sens pas aussi bien. Là où je voudrais compléter ce que vous disiez, c'est Plus, apporter un peu plus de nuances. Oui, vas-y. plus au niveau du système nerveux, t'as pas les connexions et la Oui, coordination qui se fait, exact, au niveau exact. intramusculaire, au Ouais, niveau des antagonistes, des unités ouais. motrices, etc. Oui, c'est une question pour les gens qui nous écoutent, t'as pas l'automatisme. C'est ça, en fait, c'est ça quand on parle de coordination et de intramusculaire, etc. C'est l'automatisme. Quand Ouais, t'as un joueur de basket qui shoot à 3 points pendant des années, il a l'automatisme, il sait comment son corps se place, etc. C'est ça en fait. C'est comme ça que ça se traduit. même si tu écartes ta stance au squat, tous les muscles annexes, ils ont un rôle de Oui, stabilisation à jouer. Là, ça va, pareil, ça va changer là, à ce niveau-là en termes de oui. coordination. Et il y a des adaptations qui doivent se faire aussi à ce niveau-là, tu vois. Voilà, c'est sur ça que je voulais compléter. Là, les deux cas que je traite, c'était pas des switch tradi sumo ou trucs comme ça. C'était des adaptations. Pour être très concret, c'était des angles de pied. En gros, j'ai demandé à une athlète de resserrer ses pieds et de les refermer un peu sur son sumo parce que je pense que, enfin, j'en suis sûr en réalité, qu'elle n'avait pas la mobilité de hanche pour soutenir le volume sur une stance extrême en fait en sumo, très large, très ouverte et que du coup son verrouillage il était forcément pas terrible et elle subissait beaucoup sur les charges lourdes sa position de départ et en bout de chaîne son verrouillage parce que en gros elle excédait ses amplitudes actives au niveau des hanches et qu'elle n'arrivait pas à produire de la force tout le long. Donc j'ai demandé de refermer et resserrer mais légèrement et donc elle était un peu en panique parce qu'elle se sentait pas super bien et donc un autre athlète Anthony que vous allez coacher au France Master, je lui avais demandé de refermer, de garder le même écartement des pieds mais de refermer ses pieds pour accéder un peu plus facilement à de la rotation interne au niveau de la hanche, donc il manquait quand même cruellement, surtout d'un seul côté, et parce qu'il manquait de depth au squat. Donc au départ, ils sont un peu paniqués. Enfin, Anthony, il était un peu paniqué. Et au final, son squat, il n'y a aucune rep qui est discutable au niveau de la depth. Je du bois pour que ce soit la même chose à la compète et sur la fin de la prépa. Et au final, il performe bien. Et Camille, je suis sûr que sur le sumo, ça va se traduire par une meilleure répétabilité technique. J'en suis sûr. Mais voilà, et surtout pour se dire que même sur des changements qui paraissent mineurs, ce que décrivait Flo en termes de coordination neuromusculaire, en fait, c'est quand même considérable. Et si je prends mon exemple, j'ai opéré des changements techniques sur mes 3 mouvements depuis mon passage en équipé. Donc j'ai arrêté de sync sur mon bench complètement. Je suis passé, enfin j'ai un sumo maintenant alors qu'avant je n'avais que du tradi. Et on a tenté un passage en flat au squat au lieu des chaussures d'haltéro en row parce que je souhaite être en flat en équipé. Le bench, le terre, c'est une réussite absolue. J'ai jamais été aussi fort. Le squat, ça a été une catastrophe en non. Je me suis bloqué le dos 2 fois par semaine dès que je squattais. Donc, vous voyez que on a des fortunes diverses avec des ajustements qui sont mineurs parce que passer en flat au squat, c'est quand même moins un changement considérable que d'arrêter de sync ou de passer de tradi à sumo. Et donc, les changements les plus petits sont parfois les plus difficiles à faire accepter au corps selon le niveau d'entraînement que vous avez sur votre ancien pattern. Il y a le fait que toi aussi, tu avais des contraintes, t'as tout un tas de Oui, contraintes mécaniques. mobilité, bien sûr. Et Ouais, là-dessus, on savait que ça pourrait poser problème. ouais, oui, oui. Mm. C'était un test. C'était plus un test que de se dire, Voilà. on est, C'est plus un on est, test qu'un changement. on est Ouais. sûr que. Alors que là, comme tu l'as dit, des fois, tu vois des profils d'athlètes,
tu sais que ça va peut-être prendre du temps pour que l'athlète s'adapte, mais tu es quasiment sûr à 99,9% en prenant le temps qu'il faut et de construire le changement de position, que Ça va ça va payer. finir par être Mm. bénéfique. C'est quand même différent. Ouais, exactement. Exactement. Vous avez un truc à rajouter peut-être? Non, non. Non, le sujet était très pertinent et je pense que s'il y a des athlètes qui nous écoutent et Ouais. qui sont amenés à faire un changement technique qui est amené par leur coach, ils seront peut-être Soyez patient. peut-être près de passion et mieux- Ah, et moi, enfin, un conseil que j'ai donné aux deux, je sais pas si vous allez me rejoindre, c'est de vraiment oublier vos sensations pendant les premiers temps de ce changement et de vous concentrer sur les cues qu'on vous donne, sur les consignes techniques et d'exécution qu'on vous donne. Et oubliez que c'est bizarre, que vous n'arrivez pas, vous avez l'impression de pas être bien, machin. Vous vous en foutez, vous vous concentrez sur les consignes d'exécution qu'on vous donne. C'est comme ça que vous allez petit à petit rentrer dans le moule. bah, comme on le disait, là-dessus, les ressentis, ils peuvent mettre du temps à se, Ouais. à se construire, en fait, tout simplement. Donc, faut être patient. Et à l'inverse, un truc aussi dont on a déjà parlé, Flo, et dont on a parlé avec Alexis à un moment donné, euh, il y a plein de gens, et c'est fréquent, quoi. Le mec qui tire en sumo, après sa compète, il va dire, tiens, vas-y, je fais un max en tradi, ou vas-y, tiens, j'ai pas fait de high bar depuis longtemps, je fais un max en high bar. C'est pas parce que t'es hyper à l'aise dans une séance que c'est nécessairement le changement qui doit être fait dans ton entraînement. Parce que pour les mêmes raisons qu'on a exposées, où les tissus sont pas loadés et tirés, etc., de la même manière, bah, quand tu as accumulé pas mal de fatigue sur un angle d'un muscle ou d'un tendon, et que tu changes subitement, cet angle-là, t'es plus frais, t'as moins de fatigue périphérique à cet endroit-là et t'arrives à forcer. Mais c'est pas pour autant que t'es nécessairement plus fort instantanément comme ça. Et oui, oui. Et puis surtout, juste une connerie, mais bon, tu fais du sumo, peut-être que dans ta programmation, tu as du RDL, du stiff leg ou quoi. Euh, Voilà, peut-être. ton dos, il est Mm, habitué sur un pattern de mouvement qui est assez proche, mais tu as assez peu de fatigue dessus, ton système mm. nerveux, il est primé. Donc forcément, tu vas peut-être être Ouais. performant, mais ça se trouve, tu te mets à Mm. entraîner le mouvement, tu vas créer de la fatigue sur ces tissus-là, Et tu tu vas vas être même nul, pas peut-être. l'encaisser, tu vas Ouais. pas progresser. Enfin voilà, Mm. c'est un pari Possible. qui est parfois très, très hasardeux et pas forcément Très aléatoire. pertinent à faire. Ouais. Euh, Ouais. bon, et bien, on a fait un bon tour là pour ce question-réponse. Ouais, Euh, c'était bien. Ben, ça conclura ce podcast. Normalement, on se retrouvera dans les prochains épisodes avec des invités, cette fois-ci. On ne Ouais. vous en dit pas plus pour le moment. Et puis, ben, on se retrouve à Vitrolles, enfin, Le week-end prochain. à Bouc-Bel-Air, pour être précis. Bouc Bel Air à Décathlon. Voilà, Ouais. au challenge Romuald Buisson le week-end prochain. Et puis, fin juin, France Master pour vous deux, moi je serai pas là, au mais championnat de France Master. Voilà. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir, c'est assez peu fait, mais repartagez le ouais. podcast sur les réseaux, Ouais, notamment parce qu'on sait que vous nous écoutiez. On le sait. Alors il y a des mecs qui viennent et qui me font les blagues qu'on fait dans les podcasts. Donc ça veut dire qu'on sait que vous nous écoutiez. Donc jouez le jeu, bande de raccros, à partager les trucs, Là, le coup s'il de vous plaît. pression. Hein Le coup de pression. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Donc, si vous Hein, les mecs avec qui j'étais à Power Mind hier, je vous vois. J'ai retenu. bon, Ouais. je vais dire les choses de façon Ouais. j'ai pas l'adjectif, mais bref, si vous appréciez écouter le podcast et que vous voulez nous soutenir, repartagez-le sur les réseaux, ça coûte pas grand-chose. Mm. Et puis, Ça coûte rien. alors ça Hein. coûte rien, c'est gratuit. On vous dit Ouais. à la prochaine. Allez, bonsoir. Bonsoir.